Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce focus sur le deux roues, les marchés du deux roues en Europe. Euh, donc moi je m'appelle Kata Joliffe, je suis chargée d'affaires chez BCI pour l'art de vivre et la santé. Donc BCI c'est la structure région Bretagne pour aider tous les porteurs de projets, les industriels qui se développent à l'international. Alors aujourd'hui, ça va être un décryptage, un balisage du marché des marchés du deux roues en Europe. Donc l'idée, c'est pas forcément de tout dire, mais en tout cas de donner les grandes lignes de ce qui se profile en Europe, avec aussi aujourd'hui Émilie et Jacques qui sont présents, parce que c'est important pour nous aussi de baliser le chemin et de vous indiquer en fait les bons contacts si vous souhaitez effectivement poursuivre les discussions et puis pour vos projets. Voilà, donc le webinaire il va durer 1 heure, en tout et pour tout. N'hésitez pas à poser vos questions, levez la main et puis ouvrez votre micro. Sinon, ce serait bien de fermer votre micro le temps de la présentation pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Donc, posez vos questions. Effectivement, l'échange sera beaucoup plus riche pour tous. Ce format donc webinaire sera disponible en replay pour ceux qui seront voilà, qui souhaiteraient revoir certains points. Disponible en replay sur le site de BCI, informations et réunions. Donc ça, ce sera disponible dans quelques jours. Tous nos contacts, Émilie, et je vais laisser la parole à Jacques et Émilie pour se présenter. Nos contacts respectifs, ils sont tous dans la présentation. Donc, pas besoin de prendre forcément des notes là. Concentrez-vous sur le propos et puis tous les détails seront dans la présentation disponible sur le site de BCI. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer. Donc, honneur aux dames, Émilie, si tu souhaites te présenter. Oui, bien sûr. Donc, bonjour, je suis Émilie Ledraoulec, je suis déléguée générale de SIGO, Cycle Grand Ouest. C'est un cluster d'entreprises de la filière du vélo qui est basé sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Donc aujourd'hui, on regroupe 69 entreprises qui sont convaincues qu'à plusieurs, on est plus fort et on va plus vite et plus loin. SIGO, donc c'est un lieu de réseau, d'échange, de partage et de projets en commun, avec un objectif unique, c'est le développement de l'économie du vélo et de l'économie du vélo dans toute sa chaîne de valeur, en passant de la fabrication par les services jusqu'à la distribution. Concrètement, au sein de SIGO, on organise des journées, on participe en commun à des salons, on propose un accompagnement de vos projets d'innovation ou d'industrialisation. Voilà, c'est plutôt un réseau dynamique et bienveillant que je vous invite à rejoindre si vous n'êtes pas déjà partant dans l'aventure. Et aujourd'hui, on voulait avec Catel vous faire ce petit panorama sur les marchés européens du vélo. Et je pense qu'on a l'interlocuteur qu'il faut pour ça. Je te passe la parole. Donc, photo macro aujourd'hui, avec effectivement voilà, la possibilité d'échanger derrière pour tous vos projets. Jacques? Merci Émilie pour cette introduction et merci à la région Bretagne de m'avoir invité pour parler des perspectives du marché européen du vélo. Je travaille pour Cycling Industries Europe, qui est une association basée à Bruxelles, comme il y en a beaucoup qui représentent des secteurs de l'économie auprès de l'Union européenne. Et donc, nous sommes une association qui représente tous les métiers, on va dire, du vélo. Et on représente directement les entreprises auprès de l'Union européenne. Et on a été fondé il y a juste 5 ans. En fait, hier, on fêtait notre 5e anniversaire. On a été fondé pour, en somme, mobiliser une politique européenne du vélo au niveau de l'Union européenne. Il y avait déjà d'autres associations européennes avec lesquelles nous travaillons de manière rapprochée, comme Conebi, dont font partie les associations de producteurs nationaux, qui s'occupent beaucoup de tout ce qui est réglementation, standardisation, normes techniques, etc. Nous, on a été vraiment fondés pour accompagner ce travail avec, disons, un travail plus de agenda setting, de mettre le vélo sur l'agenda politique de l'Union européenne. Et je pense qu'en 5 ans, on a eu pas mal de réussites. Pendant les années de pandémie,
l'association s'est beaucoup mobilisée pour faire figurer le vélo dans les plans de relance européens comme le Recovery and Resilience Fund, qui était là pour relancer l'économie, soutenir l'économie pendant ces temps difficiles, ou les programmes qui ont été mis en place suite à l'agression de la Russie en Ukraine pour réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne sur la Russie. Aussi les SUMS, qui sont les Sustainable Urban Mobility Plans, les plans de mobilité urbaine durable. Donc faire figurer le vélo de manière plus claire dans ces programmes. Et ne serait-ce que la semaine dernière, un grand moment pour nous, juste avant notre 5e anniversaire, la Déclaration européenne sur le vélo publiée. Donc voilà, je vais y passer plus tard. Mais donc nous sommes pardon, je vais juste revenir sur la slide des membres. Donc on a une centaine d'organisations membres et vous reconnaîtrez certainement beaucoup de grands noms du vélo, grandes marques du vélo dans cette slide. Mais je pense que c'est important de préciser qu'à Cycling Industries Europe, on accueille toutes les entreprises qui ont en somme un intérêt à voir développer l'économie du vélo, que ce soit au niveau de la fabrication, des services, des accessoires, des services numériques qui sont connectés à son utilisation. Donc il y a un intérêt à voir croître l'utilisation du vélo, il y a un intérêt à nous rejoindre et la porte est ouverte à toute entreprise, qu'elle soit start-up, PME ou multinationale. Et donc, pour bien parler aux institutions européennes, pour pouvoir leur donner des idées claires et les bonnes informations sur l'évolution de notre secteur, on travaille avec des groupes d'experts thématiques. On peut passer à la slide suivante. Et dans ces groupes d'experts thématiques, on couvre voilà, des sujets chauds du monde du vélo aujourd'hui, que ça aille des services de vélo partagés, questions de logistique ou les questions de connectivité du vélo dans un environnement de transport connecté, des questions de durabilité. On se penche sur les questions liées à la chaîne d'approvisionnement, on regarde l'innovation et le travail avec les clusters, et on essaye aussi de collecter des données sur l'évolution du marché et de voir quelles vont être les perspectives d'évolution. Donc, on avait dit au début qu'on va essayer d'en dire un maximum en 1 heure, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus, on peut rejoindre Cycling Industries Europe. On va passer à la slide suivante. Alors voilà, j'arrive au cœur de l'actualité. La semaine dernière, déclaration européenne sur le vélo, et on peut décrire ça comme un texte fondateur pour une véritable politique du cycle au niveau européen. Bien sûr, le vélo a figuré dans les politiques européennes auparavant, mais jamais il y a eu un texte européen qui se penche spécifiquement sur l'économie du vélo et l'utilisation du vélo. Et je dois dire aussi, en 16 ans de carrière à Bruxelles, dans divers secteurs, je n'ai jamais vu un texte de la Commission européenne qui est presque aussi unanimement favorable et positif sur un secteur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important et juste en amont des élections européennes de surcroît, c'est un signal politique très fort. Je vous invite à la lire pour en avoir l'image pleine, mais c'est une description assez holistique des politiques de vélo qu'il faut. On parle bien sûr des bienfaits du vélo au niveau de la santé, de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, le bien-être, l'aménagement urbain, la réduction de la congestion. Et on fait un appel pour plus d'infrastructures. Alors l'Union européenne, elle s'engage à mettre plus d'investissements dans les infrastructures et elle fait appel aux États membres et aux régions et aux municipalités d'en faire de même. Et elle dit que plus de financements européens vont être mobilisés pour le vélo. Aussi un appel aux mesures pour rendre le vélo plus accessible sous toutes ses formes. Donc ça, c'est pour toutes les catégories de la population, y compris rendre le vélo plus accessible au niveau financier aussi, par exemple en réduisant la TVA. Un soutien au vélo Made in Europe et aux services autour du vélo. Et là, je pense que c'est vraiment l'innovation de cette déclaration. On avait toujours abordé le vélo comme une question d'infrastructure et de sécurité routière. C'est la première fois vraiment qu'on a des éléments de langage de la Commission européenne pour dire, voilà, faisons des vélos en Europe, soutenons l'industrie, soutenons les services qui vont autour. Et là, c'est très important. Et finalement, une meilleure collecte des données, parce que les données permettent de prendre de meilleures décisions politiques, elles permettent aussi
d'établir des objectifs chiffrés. Et donc, à ce titre, mieux collecter les données sur l'utilisation du vélo, sa production, etc., est perçu comme une priorité. On peut passer à la slide suivante. Alors, petite projection des ventes de vélos en Europe dans les 10 prochaines années. C'est une projection qu'on a fait avec les autres associations qui représentent le vélo ici à Bruxelles, avec lesquelles on travaille de manière rapprochée. Donc, j'ai déjà fait mention de Conebi. Il y a aussi European Cyclist Federation et European Bicycle Manufacturers Association, EBMA. On a tous un peu notre casquette et nos sujets de prédilection. Et on a fait cette projection avant la Déclaration européenne du vélo. Et on projetait que d'ici 2030, 30 millions d'unités de vélos seraient vendues en Europe d'ici 2030. On est à peu près à 23-24 millions cette année. Je dois dire, par contre, que c'est une estimation assez prudente. Pardon, j'ai le téléphone qui sonne, ça me perturbe un petit coup. Et j'ai déjà vu des slides organes de consulting qui travaillent beaucoup pour le gouvernement français, vous reconnaîtrez peut-être, qui ont dit que si les recommandations de la Déclaration européenne du vélo et de la résolution du Parlement européen qui a précédé cette déclaration étaient mises en œuvre, on pourrait atteindre les 40 millions de vélos vendus par an en Europe. Donc, il faut regarder à 30 à 40 millions. Beaucoup dépend au final des choix politiques qui vont être faits. Quasiment Je peux... x2 en l'espace de 15 ans, quoi. Voilà, ouais. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, avant de passer sur les perspectives de demande, juste un point sur où est-ce qu'on fabrique des vélos en Europe. Ce n'est pas forcément les pays où on en fait le plus. Vous verrez que le leader en production de vélos en Europe, c'est le Portugal. Et en fait, le Portugal, vous avez pu vous introduire à SIGO il y a pas longtemps. La stratégie d'industrialisation du Portugal met vraiment en avant les bienfaits de l'approche cluster, parce que c'est vraiment à partir d'un cluster qui a été mis en place au début des années 2000, qui reprenait une expertise dans la métallurgie et l'assemblage de meubles en acier notamment, qu'on a pu reconvertir cette expertise pour la fabrication de vélos. Donc on a vraiment un succès en somme au Portugal. En Roumanie, on a un dynamisme très récent. C'est un autre thème important. On voit que beaucoup de clusters en France viennent du monde automobile et se reconvertissent vers les mobilités légères. En Roumanie, en fait, ça a été donc des usines automobiles de fabrication de composants qui ont été repris par des grands groupes, dont Decathlon, pour produire des vélos en Europe. Et il y a eu une croissance assez rapide. En Italie, on pourrait plus parler d'une tradition de longue date de fabrication du vélo, qui est aussi mariée avec une tradition qu'on a dans le nord de l'Italie pour l'automobile et les motos, les mobylettes, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une production nationale dans presque tous les pays d'Europe, même si pour d'autres pays, ça reste pas la même échelle. On peut passer à la slide suivante. Un peu décrit les 3 pays leaders. Juste au niveau des chiffres, donc la fabrication de vélos, et j'insiste bien sur la fabrication parce qu'on ne couvre pas tout ce qui est attrait au service. On a un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros. Ça représente presque 200 000 emplois et 300 000 emplois d'ici 2030 si les politiques d'industrialisation sont bien mises en place. À peu près 1000 entreprises, donc principalement des PME. Et un secteur qui est avant tout porté sur l'assemblage de vélos. Donc évidemment, le vélo, c'est plusieurs composants assemblés. Et on arrive désormais en Europe à beaucoup assembler les vélos. Et 80% des vélos à assistance électrique vendus en Europe sont assemblés en Europe. Je tiens à préciser là que, et c'est un des sujets de EBMA, une de nos associations européennes, la Chine, la République populaire de Chine soutient énormément, voire trop, les entreprises dans son pays, comme c'est le cas peut-être dans d'autres secteurs aussi. Il y a des mesures anti-dumping contre les vélos assemblés en Chine, en Europe. Et ça, c'est absolument essentiel pour pouvoir maintenir une industrie en Europe au niveau de l'assemblage. Par contre, au niveau des composants, on reste encore très dépendant du reste du monde. On peut passer à la slide suivante.
Ah, juste là, c'est des chiffres, c'est juste pour référence. Donc, ce sont des courbes qui montrent l'évolution de la production de vélos. On voit l'augmentation rapide de la Roumanie en bas à droite. Mais j'avais mis ça surtout pour montrer que malgré une chute de la production en unité vers 2017, donc on a une courbe un peu qui fait une vague. Si on passe à la slide suivante, on voit que la valeur de la production en Europe est en augmentation assez constante. Et ça, c'est attrait à l'évolution du vélo électrique, sur lequel il y a plus de valeur ajoutée, donc plus de valeur produite. On peut passer à la slide suivante. Et donc, pour cet assemblage de vélos qui est bien établi en Europe, on est assez dépendant de l'Extrême-Orient, notamment de Taïwan et de la Chine, pour la fourniture de composants. Et c'est pas forcément quelque chose à voir comme une histoire de compétitivité et concurrence internationale déloyale. Et il faut dire qu'on a beaucoup de partenariats très importants avec notamment les usines à Taïwan. Taïwan qui a peut-être eu la politique de soutien industriel la plus aboutie ces 30 à 40 dernières années pour développer une industrie du vélo. Et l'approche cluster était a presque été lancée là-bas à Taïwan. Et il ne faut pas croire que les vélos faits en Extrême-Orient sont cheap, sont de mauvaise qualité. On a vraiment un savoir-faire, une main-d'œuvre, énormément de propriété intellectuelle. Donc, vraiment des compétences et des connaissances. Et donc, beaucoup de pièces sont fabriquées là-bas aussi parce qu'on a besoin d'une main-d'œuvre pour, par exemple, souder des cadres. Euh, on a aussi tout ce qui est attrait à la fabrication de cellules de batterie ou les pneus. Les pneus, c'est logique, vu que le caoutchouc, on ne peut pas trop en faire pousser en Europe, que ça soit produit là-bas. Mais bon, disons que le fait que la main-d'œuvre soit moins chère, bien sûr, joue à leur avantage. Ce qu'on voit souvent, c'est que lorsqu'on peut automatiser la fabrication de pièces, comme notamment les roues, les jantes, les moyeux, la fabrication est beaucoup plus européenne, en somme. Enfin, je pense aussi que cette tendance s'inverse et pour plusieurs raisons. Il y en a une première, c'est qu'il y a des tensions géopolitiques qu'on ne peut pas ignorer dans cette région-là et ça peut rendre les industriels nerveux. Il y a aussi beaucoup de réglementations au niveau européen, sur tout ce qui a trait à la durabilité, qui commence à rendre les investissements directs en Europe pour la création d'usines beaucoup plus attractifs pour les acteurs de l'Extrême-Orient. Donc l'Europe reste un importateur, surtout un importateur de composants, mais peut-être que la donne peut s'inverser. En tout cas, si on voit la slide suivante, euh, on a juste quelques Excusez-moi, chiffres. ouais, Ouais. c'est le souris qui a l'air de... Ah, Ça fonctionne, vous voyez? c'est pas passé pour moi, mais je pense que la slide suivante montre donc que Ah, les... pardon. Oui, ah, voilà. Euh, on exporte donc des vélos d'Europe maintenant, on n'est pas juste importateur. Donc là, on parle de vélos assemblés, bien sûr. Donc on voit encore il y a une part importante d'importation parce qu'on parle quand même de... Bon, je vous ai dit 85% des vélos à assistance électrique vendus en Europe sont assemblés en Europe. Au niveau des vélos traditionnels, on est à 65%. Donc on importe encore un peu, mais on voit que les exportations sont possibles aussi, notamment au niveau du vélo électrique, qui devient un produit d'appel à ce niveau-là. On peut passer à la slide suivante. Alors, une autre raison pour laquelle on a une rapatriation vers l'Europe de la production, c'est que l'industrie apprend aussi qu'elle a eu des difficultés pendant les années de la pandémie, même si les ventes de vélos ont explosé et qu'il y a eu de bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Je peux vous dire, à titre personnel, c'était intéressant de rejoindre le vélo à cette époque-là, sachant qu'avant, j'étais lobbyiste pour l'ORECA, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration en plein Covid. Ça a été un changement assez radical. Mais malgré cette croissance assez spectaculaire de la demande qu'il y a eu pendant les années 2000-2022, ça a laissé des conséquences. Et en fait, 1 million de vélos pour lesquels il y avait une demande n'ont pas pu être fournis à cause de problèmes de chaîne d'approvisionnement.
Et on parle un peu de quelque chose qu'on appelle le bullwhip effect. Donc, les commandes se sont en quelque sorte suramplifiées d'un maillon à un autre dans la chaîne de valeur jusqu'à ce qu'on arrive aux fabricants de billes de roulement qui devaient, en somme, ne pouvaient pas produire assez pour répondre à toutes les demandes qui venaient de leurs clients. Et tout ça a créé des effets à travers la chaîne de valeur qui font que c'était difficile de vendre des vélos complets à temps en Europe pendant cette période-là. Ce qui s'est passé ensuite, disons avec la fin de la pandémie, on a eu un refroidissement de la demande sans que la demande passe en dessous de ce qu'elle était avant la pandémie. Mais bon, on a quand même eu une certaine baisse. Seulement là, l'industrie du vélo et la chaîne d'approvisionnement étaient finalement préparées pour répondre à la demande pendant les années de la pandémie. Et donc, on a eu énormément de vélos produits, mais moins de demandes, et donc un problème de surstockage. Et donc, c'est un peu la situation 2023. Donc, vous entendrez peut-être que l'industrie du vélo ne va pas bien cette année. Il y a eu beaucoup de soucis, effectivement, à cause de ces problèmes de chaîne d'approvisionnement qui sont passés donc de sous-stock à surstock et n'ont pas su se mesurer avec la demande. Donc, ça montre aussi la nécessité de moderniser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et notamment d'introduire des outils numériques pour mieux pouvoir gérer les interactions entre distributeurs, clients, fournisseurs, etc. Alors, je dis ça, en même temps, les perspectives de croissance pour le vélo, et vous l'avez vu dans les slides d'avant, restent quand même très favorables. Et il faut voir, globalement, on voit ça comme un mauvais épisode à passer avant que les choses reprennent en 2024-2025 pour la chaîne de valeur du vélo. On peut passer à la slide suivante. Peut-être avant de poursuivre, là, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints, donc n'hésitez pas encore une fois à nous interrompre hein, et poser vos questions, levez la main et ouvrez votre micro et posez votre question. C'est le but hein, de la session, c'est que vous puissiez aussi... voilà. Oui, bonjour, c'est Sophie et Steve Hutchinson. On a eu un peu je suis avec mes collègues, on a eu un peu de mal à se connecter. Donc on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, on est Je vous en désolé, prie. mais voilà. Bonjour. Très bien. Voilà, donc ce que je disais, hein, pour juste un tout petit aparté, donc voilà, la présentation sera disponible en replay d'ici quelques jours, donc ceux qui ont raté le début, en fait, rassurez-vous, vous aurez toutes ces informations et les contacts dans la présentation. Voilà. Jacques, donc on poursuit. Alors oui, juste pour récapituler un peu le point que je voulais faire sur l'offre et la production de vélos, il y a de nombreuses raisons aujourd'hui pour relocaliser la production vers l'Europe. Et la première, c'est que au niveau de l'utilisation du vélo, l'Europe est le leader mondial. Il n'y a pas de photo là-dessus. Et on voit souvent des entreprises qui nous disent, nous, on a intérêt à investir en Europe pour être plus proche de nos usagers, de nos clients, que ça soit B2C, que ça soit B2B. Les questions de durabilité, on a les réductions d'émissions de CO2 liées au transport bien sûr de marchandises du détroit de Malacca jusqu'à l'Europe, mais aussi des questions de consommation énergétique et de durabilité. En fait, de nombreuses entreprises veulent réduire l'empreinte carbone de leur production. Et lorsqu'on produit en Extrême-Orient, on a tendance à être beaucoup plus dépendant de sources d'énergie comme le charbon, qui sont, on le sait tous, très polluantes. Et donc, une des principales raisons, c'est aussi pour bénéficier, disons, d'une énergie plus propre pour la production de pièces de vélo. On a des normes européennes fortes et claires, mais aussi des normes en matière de transparence qui sont plus faciles à mettre en œuvre lorsqu'on est proche de l'Europe. On espère aussi voir plus de politiques industrielles de soutien être mises en œuvre, comme le plan filière vélo en France, qui, on le voit aujourd'hui, si SIGO et plusieurs clusters sont là, nous, on voit ça en tout cas à CIE au niveau européen comme un très très bon exemple de politique de vélo au niveau national et d'industrialisation. Et bien sûr, on a l'essor du vélo électrique, on l'a vu, c'est vraiment le produit porteur du marché, on l'a vu dans les projections de vente, hein. D'ici 2030, on aura à peu près moitié-moitié une répartition entre vente de vélos électriques, vente conventionnelle.
Et derrière tout ça, il y a plus de questions de circularité. Et qui dit circularité dit qu'il est aussi plus intéressant d'être dans des circuits plus courts et donc d'avoir une production et une récupération en Europe, notamment pour tout ce qui est batterie. Je vais venir au sujet des batteries plus tard. Maintenant qu'on a fait un petit point sur l'offre, on peut peut-être passer à la partie suivante. Ah oui, bien sûr, je voulais vous parler de clusters avant ça et d'écosystèmes. Donc, on a, comme vous le voyez en France, on a les petites flèches rouges représentent des endroits où il y a des clusters en France. On va y passer. On a aussi plusieurs écosystèmes en Europe où il y a, disons, une certaine concentration d'entreprises spécialisées dans le vélo, dont la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, des développements récents aussi en Lituanie. Donc, on a de plus en plus d'usines qui sont ouvertes de ce côté-là. On a aussi ce qu'on peut appeler des communautés d'experts plutôt dans les services et le numérique, par exemple dans la région des Pays-Bas ou dans la région de Copenhague ou vers Berlin. Et aussi Majorque, à ce titre, où là, on est plus sur le tourisme, le vélo sportif. Et bien sûr, on voit le cluster au nord du Portugal, qui est un peu le leader européen, si j'ose m'exprimer un peu sur cette approche. C'était après tout le premier. Et juste pour passer en France, donc comme je disais, on a cette approche cluster dans la slide suivante, qui a été bien développée. Et ce que j'observe depuis Bruxelles, en tout cas, c'est que de nombreux clusters qui ont une tradition automobile sont en train de basculer, sont intéressés aux mobilités légères, qui est bien sûr quelque chose qu'on accueille très, très favorablement. Il y a aussi cette approche cluster va permettre sans doute à beaucoup d'entreprises de mieux innover, de mieux collaborer, de mieux explorer des marchés ensemble. Et à ce titre, je suis ravi de savoir que ID4 a développé le cluster SIGO, qui est un cluster vraiment spécialisé dans le cycle, à l'image du cluster portugais. Mais donc Au Grand n'hésitez pas, Ouest. ouais, donc pardon. Donc n'hésitez pas à vous engager avec ces structures. Nous, ce qu'on voit de Bruxelles, c'est que lorsqu'il y a cet engagement, ça permet vraiment de renforcer un maillon économique local, régional. Merci pour cette publicité, mais c'est vrai que c'est assez dynamique et assez efficace en termes de développement économique. On poursuit? Oui. Ouais. Alors, L'offre. j'aimerais l'offre, mais aussi on est toujours sur une partie importante. Je vous ai parlé de la production de vélos. Évidemment, lorsqu'on parle de vélo, c'est la chose à laquelle on pense en premier, mais les plus grandes perspectives de croissance au niveau du nombre d'entreprises, de nombre d'emplois, en tout cas, c'est dans les services liés au vélo. Et vous verrez qu'on peut développer beaucoup de services autour du vélo, que ce soit par exemple des questions de vélo partagé, de tourisme, de services financiers, de services logistiques, tout ce qui a trait au sport et aux médias, des services numériques, design urbain et urbanisme, etc. Donc, on a tout un écosystème. Là, je vais faire sans doute le point sur les services les plus porteurs, mais on voit qu'il y a énormément de différentes branches dans lesquelles on peut développer en final des services économiques liés à l'utilisation du vélo ou qui met le vélo au centre de la fourniture du service. On peut passer... Y compris à la nutrition. Je dis ça par rapport à la Bretagne, qui est quand même une grosse... un terreau important d'entreprises agroalimentaires, donc qui ont aussi leur pierre, possibilité d'ajouter leur pierre en fait à l'édifice. Effectivement, les cyclistes et notamment les cyclistes sportifs comme moi sont des grands amateurs de barres énergétiques, par exemple. Mais il y a plein d'autres choses à ce niveau-là aussi, au Compléments niveau de la alimentaires, santé, etc. On a tous ces acteurs-là. Ouais. Donc là, je pense que le côté service, c'est vraiment l'endroit où on a un atout en Europe pour développer le vélo. Et dans un premier temps, on a le développement des services de vélo partagés, sachant qu'il y a les opérateurs de vélos partagés, mais il faut aussi leur fournir des infrastructures numériques, des vélos, des bornes, différents services aussi qui permettent d'optimiser la provision du vélo partagé. Donc il y a énormément de potentiel d'innovation dans ce domaine-là.
Tout ce qui a trait à la maintenance aussi, au développement d'infrastructures adaptées. Et on pense que d'ici 2026, on aura plus que triplé le nombre de vélos partagés en Europe, donc un marché très prometteur. Au niveau de la logistique et du transport, le marché croît extrêmement rapidement. On a observé des croissances de 200% d'année en année depuis, disons, 2015, lorsque ce secteur était quasiment non existant. Et aujourd'hui, il emploie près de 170 000 personnes en Europe. Donc, par logistique, hein, on entend tout ce qui est livraison. On utilise beaucoup le terme last mile delivery pour décrire donc la livraison, disons, de la périphérie de l'agglomération jusqu'au centre-ville. Le développement des infrastructures, parce que bien sûr, on planifie et on investit dans les infrastructures, mais il faut des constructeurs. Le secteur bancaire et le secteur financier aussi déploient de plus en plus d'offres de financement, de crédit, de bike leasing qui permet, par exemple ici en Belgique, d'acheter un vélo avec des mensualités calculées sur le salaire brut, ce qui permet de faire une économie sur l'achat du vélo par rapport au salaire net. Et tout ce qui est récolte, exploitation et partage de données liés au service utilisation du vélo. Il me semble qu'on a un exemple éminent de ce genre de service en Bretagne avec EcoCompteur, qui est, je suis ravi de le dire, aussi un membre de CII. On peut passer à la slide suivante. Et juste aussi un mot sur les politiques RH, puisque c'est une des problématiques qu'on a beaucoup ici, en tout cas en Bretagne et probablement dans le reste de la France. On voit qu'effectivement, pour recruter et fidéliser des talents aujourd'hui, d'offrir en fait un vélo ou en tout cas des services liés au vélo dans le package euh, compte de plus en plus. Donc c'est aussi dans cette dimension qu'il faut considérer l'économie du vélo. Tout à fait. Les ressources humaines sont vraiment un levier hein, pour la prise en main du vélo Ouais. et les politiques internes aussi peuvent jouer énormément. Alors, je vais passer peut-être aux plus gros porteurs économiques, notamment au niveau de la croissance des chiffres projetés pour l'emploi. On est déjà à peu près à 600 000 emplois dans le vélo-tourisme aujourd'hui en Europe et on pense que ça pourrait passer le million. Le tourisme est bien sûr un secteur qui emploie énormément. Et on a de nombreuses infrastructures qui portent ça. Là, ce que je vous montre, c'est une carte du réseau Eurovélo qui est géré en fait Eurovélo par European Cyclist Federation, notre organisation sœur en quelque sorte. Ce que je trouve intéressant et sans doute bon à savoir dans l'économie du tourisme de vélo, c'est que typiquement, le vélo touriste dépense plus que le touriste typique. Et ça a été montré en Allemagne, ou en France, où on voit que le touriste à vélo, comme il a moins de dépenses par rapport à des déplacements, il est typiquement un peu moins regardant sur ses dépenses, sachant qu'on veut être plus confortable, on veut bien manger, on veut bien dormir, on veut faire de belles sorties et bien profiter de ces journées, enfin, comme tout touriste, évidemment. En Allemagne, on voit que maintenant 10% des nuitées du tourisme en Allemagne sont sont liées au vélo-tourisme. Et on voit que une population pas forcément sportive se met au vélo-tourisme, une population typiquement qui a plus de 50 ans et qui a certains moyens pour être un touriste qui effectue beaucoup de dépenses. Alors là, je vous montre le réseau Eurovélo, qui est peut-être l'axe principal du vélo-tourisme en Europe. Mais si on passe à la slide suivante. Alors là, je vous montre une carte que j'ai prise sur une app qui s'appelle Strava. C'est une app qui permet de mesurer ses parcours à vélo et de préparer des parcours. Je vous montre ça parce que chaque point bleu représente des trajets à vélo qui ont été enregistrés par les usagers de l'app. Alors, c'est typiquement un public assez sportif, mais les sportifs qui vélotafent vont souvent aussi mettre leur trajet là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit, c'est pas un étalon pour connaître l'utilisation du vélo dans un pays donné, mais ça donne quand même une bonne indication de où est-ce qu'on fait du vélo. Et là, au niveau du vélo-tourisme, on voit en Belgique la frontière linguistique, la frontière régionale entre la Flandre au nord, où on parle néerlandais, et la Wallonie au sud, où on parle français.
La Flandre a une politique de développement de vélotourisme très, très poussée. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle des points nœuds vélo. Maintenant, ils ont commencé à le faire aussi en Wallonie. Et d'ailleurs, vous verrez un de ces points nœuds vélo juste à ma droite, là, dans mon image. Ce sont des petites indications qui permettent aux touristes de parcourir des itinéraires agréables. Et avec ce réseau très dense au niveau local en Flandre, on peut vraiment développer une image de pays du vélotourisme. C'est ce qu'a fait la Flandre et je pense que c'est très très visible ici sur la carte. Donc, il y a les grandes infrastructures au niveau européen comme Eurovélo, mais il y a aussi l'importance du local, du régional pour vraiment pousser ce label avec des infrastructures adaptées. Je peux passer aux slides suivantes. Alors maintenant, on va passer au marché, à la demande. Où est-ce qu'on achète des vélos? Où est-ce qu'il y a le plus de, disons, de potentiel? Et on m'a demandé de venir ici pour parler de potentiel d'exportation. Alors, je vais un peu vous décevoir parce que le marché le plus prometteur aujourd'hui, c'est la France. Notamment grâce à la mise en œuvre du plan filière vélo. Vous voyez donc qu'au niveau de la France, on projette presque une multiplication par 2 des ventes d'ici 2030. Alors que les pays comme les Pays-Bas, où on se dit bah, là, tout le monde va faire du vélo, tout le monde va apprendre du vélo, ben, on voit que l'évolution des ventes va rester assez similaire dans les 10 années à venir. Donc, en guise d'introduction, je vais passer avec ma petite revue des marchés à connaître au moins, ou faire un petit focus sur 9 marchés en Europe. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors là, je parlerai des marchés très établis, des pays du vélo, les pays où typiquement le cycliste est avant tout un vélo taffeur plutôt que quelqu'un qui utilise son vélo pour le tourisme ou le sport. Bien sûr, ça reste aussi des utilisations très importantes, mais ce sont des pays où on utilise tellement de vélos que la plupart des cyclistes sont avant tout vélo taffeurs. Et on voit là avec les petites cartes Strava que j'ai copié-collé dans les slides quand même que les réseaux d'utilisation sont très denses. Plus c'est bleu, plus c'est dense en somme. Donc pour la Belgique, je peux surtout parler de la Flandre. Mais donc, ce n'est pas vraiment des pays où les ventes de vélos vont exploser parce qu'on arrive déjà presque à un seuil. Les personnes qui ne vont pas acheter de vélo sont vraiment les personnes qui ne veulent pas en faire, qui n'aiment pas ça, qui trouvent ça trop dur physiquement, même avec le vélo électrique. Pour autant, c'est ouais, Oui, juste, Jacques, je t'interromps. Est-ce que du coup, quand même, dans ces pays bien établis, les services ont tendance quand même à se développer, donc ça peut être des opportunités pour les entreprises de services? tout à fait. Il faut savoir que la concurrence y est déjà rude et ces pays ont eu tendance à bien déjà beaucoup développer tout ce qui a trait au service. Donc il y a encore beaucoup de possibilités de niche parce qu'il y a beaucoup de cyclistes, mais il y a déjà quand même une certaine densité au niveau D'accord. local des services. Ceci dit, c'est des très beaux pays. J'entendais parler d'accessoires pour le vélo taf, plutôt. Ça, c'est le genre de choses qui me semblent tout à fait en ligne avec les besoins de ces pays. Surtout que ce ne sont pas des pays où il fait beau, typiquement, je peux vous le dire. Il pleut beaucoup, donc les bons vêtements imperméables pour le matin à 8 heures, par exemple, c'est une bonne idée. Mais je dirais, en somme, si vous voulez lancer une marque de vélo, c'est peut-être pas les pays à privilégier. Ils sont déjà en quelque sorte pas saturés, mais la demande est déjà très bien. Il y a déjà beaucoup de réponses à la demande. Alors, je vais passer peut-être aux marchés qui me semblent très prometteurs aujourd'hui, qui sont en transition. Et en premier lieu, bon, je dois vous parler d'exportation, mais vous êtes dans le meilleur marché en ce moment au niveau des possibilités de croissance et les projections au niveau de la vente le montrent aussi, mais tout va de pair avec ça, hein. Donc, le développement de nouveaux services, le développement d'infrastructures, le développement de numérique. J'appelle ça des pays en transition parce en fait, c'est l'utilisateur qui est en transition. On a quand même une tradition du vélo sportif, du vélo touristique, du vélo pour les loisirs en France, en Allemagne, en Italie, très poussée. Ce sont des pays où on fait plus de VTT, par exemple, que dans les autres pays.
Mais ce cycliste est de plus en plus en train de devenir un vélo taffeur en même temps. Donc ce sont ce genre de pays où voilà, il y a un essor de la demande pour un nouveau type de vélo aussi et on a des écosystèmes services qui évoluent, rapidement en parallèle avec ça. Typiquement, on voit aussi que les personnes qui ne font pas encore du vélo, c'est pas forcément qu'elles ne veulent pas en faire, comme dans les 3 pays que j'ai mentionnés avant, mais plutôt parce qu'il y a pas encore les infrastructures adaptées, une question de peur sur la route, typiquement. Alors, j'ai surtout parlé de la France et je pense que c'est l'exemple de marché en transition le plus poussé. Au niveau de l'Allemagne et de l'Italie, on a beaucoup de potentiel, mais on a aussi des retours, ce que moi je décrirais comme des retours en arrière politique récemment, notamment au niveau de la politique nationale. Contrairement à la France, ce sont des pays où les régions ont beaucoup plus de pouvoir, hein, ce sont des pays fédéraux. Et on a en fait beaucoup de tensions entre les régions et le gouvernement central qui est un peu en train de restreindre le déploiement des politiques favorables au vélo en ce moment dans ces pays-là. On attend donc une reprise. Mais ceci dit, au niveau de l'utilisation quotidienne, on observe des croissances et une croissance qui va s'inscrire dans la durée. Enfin, sur la slide suivante, j'aimerais passer sur les marchés qui me semblent être les marchés d'avenir. Sont donc des marchés, on produit beaucoup de vélos typiquement, comme au Portugal, la Roumanie. On a aussi une industrie manufacturière forte en Pologne et en Espagne. Aujourd'hui, les ventes restent encore très axées sur les vélos traditionnels ou pour une niche de vélos sportifs. Il y a encore beaucoup de besoins en infrastructure, même s'il y a beaucoup de développement. Et ce sont des pays, en somme, où tout est encore à faire et où le terreau est favorable en ce moment. Je pense notamment à l'Espagne, à la Pologne, la Roumanie, ça sera peut-être dans un second temps. Au Portugal, on a un gouvernement qui s'est rendu compte qu'ils étaient forts pour produire des vélos, mais qu'ils n'étaient pas très forts pour promouvoir son utilisation et donc ils sont en train de développer des infrastructures et ça a été le premier pays à mettre en œuvre une baisse de la TVA sur la vente et la réparation de vélos. Donc là, on a aussi un fort potentiel de croissance pour les services et pour le tourisme. Je pourrais vous dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc on peut s'inspirer beaucoup de ce qui est fait dans les pays que j'ai mentionnés avant, hein, que ce soit les pays bien établis ou les pays en transition, pour penser à de nouveaux services et nouvelles niches dans ces marchés-là. Jacques, il y a une petite question de Benoît May, merci pour la question, qui pose, bonjour, les marchés de la cyclo-logistique seront-ils abordés, s'il vous plaît? Est-ce que tu as quelques commentaires à faire sur, que ce soit marché en transition, mature ou émergent, sur cet aspect-là? Alors, j'ai touché quelques points qui ont un trait sur la cyclo-logistique. Déjà, on voit que c'est un endroit où il y a une croissance au niveau des emplois très, très importante et qui va s'accélérer. Nous, ce qu'on fait à CII, c'est qu'on insère beaucoup de points sur la cyclo-logistique dans tout ce qui a trait à ces plans de mobilité urbaine durable. Parce que c'est par ces biais-là qu'on peut faire développer des hubs pour développer la cyclo-logistique, notamment la transition, disons, du grand fret vers la logistique pour les centres-villes. S'il y a une chose à regarder, je dirais, pour les développements cyclo-logistiques, c'est de suivre les plans d'urbanisme au niveau local, parce que c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir identifier les opportunités à venir et les choses se développent. Moi, je pense qu'on peut calquer le raisonnement que je viens d'avoir sur différents pays à la cyclo-logistique. Les 3 grands pays que j'ai nommés en premier ont déjà des réseaux cyclo-logistiques très développés. Il reste encore beaucoup de choses à faire, par exemple en France ou en Italie. Et dans les 3 pays qu'on a devant nous ici, on a énormément de potentiel. Mais il faudra aussi attendre peut-être le développement d'infrastructures cyclables au niveau plus général. Mais le cyclo-logistique, hein, c'est vraiment un des services les plus porteurs aujourd'hui. Et beaucoup dépend de volonté politique locale. Nous, on fait ce qu'on peut au niveau européen pour que ces choix locaux aillent dans le bon sens. Ok.
s'il n'y a pas d'autres questions, enfin, profitez-en hein, d'avoir Jacques en direct, comme on dit. Posez vos questions, sinon on va poursuivre. Bon, on va poursuivre. Je passe à la suivante, Jacques. Je crois que j'arrive sur la fin de mon show. Alors, je voulais juste, encore une fois, montrer l'importance des décisions politiques. Et je peux vraiment dire cocorico avec le plan filière vélo. En fait, je suis franco-britannique. Ou branco-britannique, comme ça fait. Je suis en Belgique depuis très longtemps. Pardon pour cette mauvaise blague. Mais la France a vraiment mis en place un plan filière vélo avec une politique holistique qui prend en compte les infrastructures, l'accessibilité financière, la sensibilisation, la lutte contre le vol, la stimulation économique de la filière. Et les résultats sont là. On a plus de 60% d'utilisation du vélo en 5 ans, on a l'essor des ventes et on a un essor projeté encore plus important. Et ce signal politique fort et qui s'inscrit sur la durée est très important parce que ce qui s'est passé récemment au Royaume-Uni montre qu'on peut vraiment revenir en arrière sur beaucoup de progrès. Avec le gouvernement britannique qui a en quelque sorte décidé, pour des raisons que je décrirais de populistes, d'opposer les usagers de l'automobile au vélo et faire en sorte de dire, voilà, nous, on défend maintenant les automobilistes contre ces cyclistes. Et ça a vraiment envoyé un très, très mauvais signal politique aux cyclistes, aux usagers, aux commuters, aux personnes donc, aux navetteurs. Hein. On a remis en cause tout ce qui était politique de zones à basse émission. On a retiré beaucoup des pistes Covid qui ont été mises en place pendant la pandémie. On a eu de nombreux, en somme, signaux négatifs pour le vélo et on voit maintenant un retour en arrière de la production de l'utilisation du vélo. Les fournisseurs de services rencontrent de plus en plus de difficultés. Aussi important de noter qu'il y a eu, au niveau de la représentation politique du secteur, alors on a beaucoup d'associations en France, mais elles sont très bien organisées, ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni. Donc le fait de pouvoir représenter le secteur avec une seule voix auprès des autorités publiques a été décisif à ce niveau-là. Donc bravo à la filière française du vélo pour le travail sur le plan filière vélo. Et maintenant, l'essentiel, c'est que ça s'inscrive dans la durée, qu'il y ait une continuité. Alors enfin, pour vraiment des suggestions pour l'avenir, pour structurer votre offre, il y a vraiment certains endroits qui ont un fort potentiel. On m'a parlé de cyclo-logistique, voilà, j'en ai fait mention. Non seulement au niveau de la livraison, bien sûr, qui va de pair avec l'essor des ventes en ligne, mais qui dit vélo cargo, dit vélo lourd, dit beaucoup de besoins de maintenance, de réparation, de pièces adaptées à ce type d'utilisation de vélo, des questions d'emplacement, de rangement, de logistique, des centres de livraison, de distribution. Donc il y a toute une économie qui peut encore se développer autour de la logistique et on peut un peu dresser les mêmes constats pour le vélo partagé. Ensuite, avec l'électrification du vélo et une certaine dépendance qu'on a encore au niveau de l'Asie pour les cellules de batterie, il y a aussi une réglementation européenne sur les batteries qui va être mise en œuvre, qui requiert entre autres que les batteries soient réparables, soient plus recyclables, qu'il y ait plus de circularité. On met en place aussi des instruments numériques qu'on appelle des passeports produits numériques pour pouvoir suivre la durée de vie d'une batterie, de la production des matières premières jusqu'au recyclage de la batterie en sa fin de vie. Il y a beaucoup de potentiel pour développer une filière plus performante pour la batterie, que ce soit pour le vélo électrique ou pour plusieurs usages en même temps, avec de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, avec la circularité, le recyclage et la réparabilité comme, phare pour développer votre produit. Et ensuite, tout ce qui est numérique. Je vous ai parlé des problèmes de gestion de chaîne d'approvisionnement et des instruments numériques. On est un peu dans le même
système que ces produits passeports numériques aussi, ça peut utiliser, ça peut servir avec ces questions de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Avec le numérique aussi, on peut offrir des services personnalisés, possibilité de, par exemple, personnaliser son vélo avant de l'acheter, de le commander. On a tout ce qui a trait au système de transport intelligent, donc quid de l'évolution du vélo dans un monde de mobilité où il y aura beaucoup de véhicules connectés qui se parlent en fait par des communications numériques. Comment est-ce qu'on intègre le vélo là-dedans? Et énormément de travail encore possible à faire sur la collecte des données, sachant que les autorités publiques sont preneuses de données pour pouvoir mieux identifier les besoins en aménagement public, par exemple. Donc voilà, 3 écosystèmes sous-écosystèmes dans le monde du vélo qui semblent particulièrement prometteurs. Ensuite, je crois que j'arrive à ma dernière slide. Oui, Ah non, l'avant-dernière. l'avant-dernière. Quelques points sur les grands salons. L'incontournable, c'est Eurobike, qui est à Francfort tous les ans en juin et en juillet. Plus de 30 000 visiteurs, 1900 stands, c'est un peu the place to be pour toute l'industrie du vélo, notamment si vous voulez montrer votre nouvelle offre. Au niveau de tout ce qui est service, notamment dans le milieu urbain, je recommande Velocity. C'est une conférence qui est à la fois sur les politiques de mobilité urbaine, mais où beaucoup d'opérateurs de services se retrouvent, notamment tout ce qui est cyclo-logistique et vélo partagé. Et c'est dans une nouvelle ville tous les ans, en mai ou en juin, donc il faut suivre l'actualité. Pour ceux qui cherchent des partenariats en Extrême-Orient, le Taipei Cycle Show, qui est sans doute au niveau mondial le salon le plus important. Sachant que Taïwan est l'économie nationale du vélo la plus importante dans le monde. Donc très bien pour développer son réseau en Asie et se fournir entre autres en composantes. Ça se passe tous les ans en mars. On a la conférence pour tout ce qui est tourisme, on a Eurovélo. Dans une nouvelle ville tous les ans en octobre. Il me semble d'ailleurs qu'elle est en train d'avoir lieu aujourd'hui à Izmir, en Turquie. Donc là, vraiment pour tout ce qui est opérateur de services liés au tourisme et au vélo, hein. Ensuite, des événements un peu plus niches, notamment au niveau du VTT, du vélo sportif. On a le sommet IMBA, donc International Mountain Biking Association, tous les ans en juin. Et le Sea Otter, qui est à la base une course, qui est devenue une sorte de festival et qui, avec le temps, est devenu aussi un endroit où beaucoup de marques montent leurs dernières nouveautés sportives dans le domaine du VTT, du sport et du tourisme. À la base, c'était quelque chose d'américain qui avait lieu en avril et maintenant la marque s'est reportée de l'autre côté de l'Atlantique et on a un Sea Otter en Espagne en septembre. Et ensuite, bien sûr, venez nous voir à Bruxelles pour le sommet annuel de Cycling Industries Europe. Cette année, c'était quand même un sommet assez historique pour nous en mars. On a eu en quelque sorte les préludes de la déclaration dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le vice-président de la commission, en tout cas à l'époque, Frans Timmermans, qui est venu donc déclarer tout son amour, sa flamme pour le vélo et son ambition pour développer une politique européenne du vélo, accompagné du ministre de la Mobilité belge, M. Gilles Quinet, et la députée européenne française verte, Karima Delli, qui a fait énormément de travail pour le vélo au niveau du Parlement européen. Ensuite, on a beaucoup de salons nationaux. Alors là, je ne peux pas vous dresser un éventail de tout. En Belgique, par exemple, on a les Vélofolies qui mettent en avant les fabricants locaux, mais aussi les fabricants qui s'intéressent à ce marché. Et de plus en plus, les salons plus mobilité automobile, comme IAA à Munich, qui développent un pan au fur et à mesure dédié aux mobilités légères et au vélo. Et sur Voilà. l'industrie, par rapport aux batteries, pour ceux qui seraient dans tout ce qui est batterie, etc., ou composants, il y a des événements comme ça qui te viennent à l'esprit? Je dirais, lorsqu'on est à Eurobike, en fait, on note qu'il y a tout un hangar Toute la chaîne de valeur. juste pour les batteries, en somme, Ouais. et les drivetrains, les moteurs. Donc, Oui. on voit l'importance. Ensuite, il y a aussi le show de Shenzhen, je crois. Non, Taichung, pardon, qui est important pour ça.
Euh, mais ouais, là, faudrait que j'étudie un peu plus la question pour tout ce qui est écosystème batterie en particulier. Moi, je pense qu'à Eurobike, il y a déjà beaucoup à Beaucoup, voir au ouais. niveau Ouais, il y a beaucoup. du vélo. Ouais. Et d'ailleurs, un petit aparté pour dire que Eurobike, c'est un des salons au programme de la région Bretagne. Donc, on propose, les inscriptions sont ouvertes, renseignez-vous, rapprochez-vous de nous. Si vous êtes intéressé, en tout cas, on a toujours cet objectif d'envoyer un collectif breton/Grand Ouest à l'Eurobike. Donc, c'est clairement dans notre plan de route. Ah ben, n'hésite pas à nous faire signe quand vous êtes là, parce que bien sûr, si il y est Voilà, il tous y a un les ans, pavillon c'est France d'ailleurs, et sous ce pavillon France, effectivement, la Bretagne, on espère bien, Grand Ouest sera bien représenté. Voilà. Et les tips? et les tips. Alors, comme je l'ai peut-être montré dans mon éventail des pays, où ne fait-on pas du vélo est vraisemblablement une question aussi importante, peut-être même plus importante que où fait-on du vélo, parce que moins on fait du vélo dans un endroit, plus les perspectives de croissance sont importantes. Euh, il faut bien sûr penser aux nouveaux produits qui créent en quelque sorte leur propre écosystème, et on voit ça notamment au niveau du vélo électrique, avec tout cet écosystème batterie et moteur qui va de pair avec ça. L'écosystème au niveau de la cyclo-logistique qu'on a pu aborder, au niveau du tourisme, au niveau du numérique. Donc, on est bien sûr dans l'écosystème vélo, mais aussi dans d'autres écosystèmes. Et il faut penser vraiment à se positionner sur ces choses-là en essayant d'explorer les niches qui sont propres à chacun de ces différents petits écosystèmes. J'espère que je suis clair là-dessus. Alors, bien sûr, ça, c'est absolument critique et bien sûr, c'est pour ça que CII fait ce que nous faisons. On fait ce qu'on fait, c'est parce que les politiques, les choix politiques ont un effet décisif sur la pratique du vélo, la production du vélo, le développement de services. Tout commence peut-être avec les infrastructures. Et donc, toujours être à l'écoute des projets d'infrastructure, des investissements mis en place par les gouvernements, qu'ils soient nationaux ou les autorités régionales, pour développer des infrastructures cyclistes. Parce qu'une chose qui est claire, c'est aussi que lorsqu'on produit des infrastructures cyclistes, il y a plus de cyclistes. Donc, si on suit les décisions gouvernementales, on sait où se positionner de manière plus précise. Ensuite, c'est quand même une filière où le relationnel, les interactions personnelles sont très importantes. Si vous allez à Eurobike, vous verrez qu'il y a presque une ambiance, à un certain terme, une ambiance familiale, très, très conviviale, assez décontractée. C'est dans la culture du secteur. Et ce côté relationnel est très important. Mais en même temps, et là, c'est peut-être ce qui peut vous donner un atout par rapport aux autres, hein. C'est pas encore un secteur où tout le monde regarde forcément le data, les données, les tendances numériques. On fait beaucoup. Donc, si vous voulez avoir un petit avantage, basez-vous sur les données. Essayez de récolter un maximum de données pour prendre vos décisions, tout en privilégiant, tout en privilégiant le relationnel, développer des bons contacts. Euh, Ensuite, ça, je vous le dis, engagez-vous auprès des structures, que ce soit des clusters, que ce soit auprès des réseaux comme le European Enterprise Network qui peut vous aider à obtenir des fonds européens. Rejoignez les associations nationales dans vos différents domaines d'activité. Et bien sûr, rejoignez-nous à Cycling Industries Europe. Sachant que vous feriez aussi partie, non pas seulement partie de notre travail de lobbying auprès des institutions européennes, mais vous obtiendrez beaucoup plus d'expertise que j'ai pu vous en donner ici en 1 heure, et vous pourrez réseauter avec de nombreux acteurs dans toute la filière du vélo. Et sur ce, je pense que je peux passer Oui, la main. Merci, Catel. voilà, il y avait juste une dernière question d'Alice Kervran. Alors, je pense que ce sera peut-être à traiter en aparté avec toi. Y a-t-il d'autres pays où on remarque des signaux négatifs sur l'utilisation du vélo et des politiques cyclables associées? Donc, on n'a effectivement pas parlé de tous les pays, on n'a pas fait les 24 ou 27. Par contre, voilà, il y a peut-être certainement, voilà, si on screen chaque pays,
des pour et des contre, etc. Donc c'est peut-être justement une discussion à part que Alice, vous pouvez avoir avec Jacques, si tu veux en dire deux mots. Non, oui, c'est quelque chose qu'on voit partout, hein. C'est pas juste à Paris, c'est pas juste en France. Cette opposition qu'il y a, moi, je trouve que c'est pour des raisons politiques très populistes. On oppose usagers de l'automobile et usagers du vélo. Bien sûr, aussi, il y a des gens qui sont frustrés par ça, et c'est le cas aussi ici à Bruxelles, en Belgique, avec le plan Good Move, dont on parle beaucoup. On l'a vu au Royaume-Uni aussi, où le gouvernement conservateur a décidé d'utiliser ce débat un peu inutile à des fins électoralistes. On le voit plus dans des pays comme le Danemark et les Pays-Bas. Faut croire que, en fait, si vous regardez des vidéos des Pays-Bas dans les années 60-70, ce débat était aussi tout à fait là, tout à fait dans la société. Et maintenant que tout le monde fait du vélo et que les infrastructures sont bonnes, il y a moins de congestion automobile aussi. Tout le monde a vu que c'est quelque chose d'avantageux, en tout cas en milieu urbain. Euh, on le voit aussi à Berlin. Donc oui, cette tendance, on la voit partout en Europe, hein, cette tendance qu'il y a à avoir des oppositions à l'utilisation du vélo. Avec, évidemment, je ne vais pas vous dire que je suis d'accord avec elle du tout. Sinon, je ne serais pas là où je suis. Ah non. Bon, en tout cas, Alice, si vous voulez, voilà, en tout cas, continuer la discussion avec Jacques, sans aucun problème, on vous donnera son contact. Voilà, donc on arrive au terme de ce focus marché des deux roues en Europe. Donc je vous rappelle les contacts de Jacques, Loval et Émilie, nos contacts à nous chez BCI. Donc n'hésitez pas donc à nous contacter. Vous retrouverez toute la présentation et les contacts, bien évidemment, dans le replay, dans le replay, donc disponible sur le site de BCI d'ici quelques jours. Voilà, bien écoutez, on espère que vous avez appris des choses intéressantes. On a hâte de vous reparler. Et puis, merci en tout cas mille fois Jacques, merci mille fois Émilie. Merci à Merci vous pour tous l'invitation. d'avoir voilà, pris du temps pour écouter ce petit focus. Et on vous souhaite une très agréable journée et on vous dit à bientôt. Merci. À Au revoir. bientôt, au revoir. Au revoir.